Monsieur le Président, messieurs les modérateurs, monsieur le secrétaire général, mesdames, messieurs, je vous remercie beaucoup pour cet honneur de venir parler auprès de vous et pour vous présenter deux cas un petit peu exceptionnels d'affaires sur la cardiologie interventionnelle. Donc, je vais vous présenter d'une part une observation à partir d'une ablation par radiofréquence de fibrillation atriale et d'autre part les nouvelles technologies de mise en place de MitraClip qui s'est compliqué, donc un problème œsophagien. Alors le premier cas clinique, c'est donc une patiente qui avait 68 ans, qui a eu une ablation par radiofréquence de fibrillation atriale. C'est une patiente qui avait une arythmie complète qui évoluait depuis plusieurs années, donc depuis 1992, et puis ces accès de fibrillation auriculaire se sont progressivement rapprochés avec de nombreux symptômes, et en particulier des vertiges. Il a été constaté à ce moment-là qu'il existait des fibrillations atriales avec des pauses post-réductionnelles qui atteignaient 4 secondes et qui étaient responsables de symptômes, en particulier de malaise. Et il était également constaté des bradycardies à 25 battements par minute. Sur la surveillance, lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il a été également constaté un flotteur auriculaire. Donc la patiente a été traitée dans un premier temps par fécaïne et bisoprolol. C'est compliqué de deux choses, d'une part de bradycardie, et également qui a révélé une dysfonction sinusale sévère avec des pauses de 5 secondes symptomatiques. Donc le traitement a été interrompu et remplacé par le disopyramide, le rythmodent, où sous cette thérapeutique, il n'y a plus de bradycardie grâce aux effets atropiniques, mais par contre des récidives d'arythmie complète par fibrillation auriculaire. Donc il a été proposé plusieurs principes de traitement et il a été retenu donc l'ablation par radiofréquence. Donc l'ablation par radiofréquence, on monte des sondes par les veines fémorales avec une ponction transseptale au niveau atrial et donc on a des sondes en lasso qui vont aller faire des cicatrisations au niveau de l'émergence des veines pulmonaires, puisque sur les fibrillations auriculaires essentielles, c'est à ce niveau-là que sont constatées les extrasystoles qui avaient été rapportées par essayeur. Et dans le même temps, a été fait une ablation de l'isthme carotidique puisque le patient avait fait des accès de flotteurs auriculaires. Donc, quand on fait ces ablations, bien entendu, il y a une surveillance de la puissance des tirs et également de la chaleur pour ne pas entraîner de brûlures importantes. Et l'évolution a été marquée donc à une semaine par une douleur thoracique rétrosternale intense associée à un syndrome septique avec une fièvre à 39 degrés et une hyperleucocytose avec pratiquement 85% de polynucléaire neutrophile. Il est réalisé en urgence un scanner thoraco-abdominopelvien qui retrouve simplement un épanchement péricardique de 15 mm. Et l'évolution est aggravée puisque malgré un traitement antibiotique, on arrive à un état de choc le lendemain avec un syndrome infectieux sévère puisqu'il y a une PCT à 107, un foie de choc, un taux de lactate à 10 millimoles par litre. Et donc, un scanner est réalisé pour une suspicion de fistule œsopéricardique. Alors sur les diapositives, on peut voir ici un remaniement en regard de l'oreiller gauche, donc une inflammation à ce niveau-là. Et sur cette diapositive-là, on voit ici non seulement cette inflammation, mais également des bulles d'air qui montrent bien qu'il existe une fistule avec les cavités aériques digestives. Donc la prise en charge a été chirurgicale, avec dans un premier temps une exploration au niveau de l'œsophage qui a montré donc une perte de substance au niveau de l'œsophage, qui a nécessité dans un premier temps une libération des deux extrémités œsophagiennes et un rétablissement de la continuité. Et d'autre part, il y avait également au niveau du médiastin postérieur une lésion de 3 cm correspondant donc à la perforation de l'œsophage. Et puis j'ai rajouté, parce que dans l'exploration du chirurgien, il est marqué qu'il y avait au niveau de la paroi postérieure de l'auricule gauche, il y avait un tissu nacré. Et donc devant cette fistule péricardieuse œsophagienne, outre cette œsophagectomie partielle plus le rétablissement de continuité, il avait été mis un lambeau pleural para-aortique pour éviter justement, pour isoler et afin d'éviter une mise en contact de la lésion des sutures avec le milieu septique. Les suites opératoires ont été difficiles, avec une insuffisance rénale qui a nécessité plusieurs jours d'expiration extra-rénale, un syndrome de défaillance respiratoire aiguë et un foie de choc. Et surtout la survenue donc à J21, donc 3 semaines après la procédure,
d'une volumineuse hématémèse qui a nécessité la réalisation d'une fibrose gastro-duodénale avec la mise en évidence de caillots avec un orifice fistuleux au niveau du pôle supérieur. Et un scanner a été réalisé, c'est intéressant parce que quand on fait injecter une ingestion de barite, on voit au niveau de l'œsophage la barite en blanc et au milieu on voit le thrombus intra-œsophagien. Donc là c'est pareil, on a la barite tout autour et le thrombus qui se trouve à l'intérieur de la lumière de l'œsophage. Donc le patient ensuite a eu une chirurgie exploratrice parce qu'il s'aggravait et devant cette chirurgie, on a fait une volumineuse ulcération de la face postérieure de l'oreillette gauche avec une ulcération avec la suture œsophagienne et mise en évidence d'une fistule dans un deuxième temps entre l'oreillette et l'œsophage, responsable du décès. Alors, la compréhension et les facteurs physiopathologiques, tout d'abord, ça a été de savoir est-ce que l'échographie transœsophagienne ou l'ablation par radiofréquence pouvaient être imputables dans la survenue. En fait, en regardant un petit peu la littérature, on voit que l'échographie transœsophagienne, le plus souvent, les complications, certes, sont quand même rares, mais elles surviennent principalement avec des traumatismes au niveau oropharyngé et à la partie supérieure de l'œsophage, qui peuvent être responsables en particulier d'hémorragie digestive, de nécrose ou d'hématome de la paroi. D'autre part, il avait été dit que lorsqu'on laisse des sondes œsophagiennes en place, on peut avoir à ce moment-là une nécrose au contact de la sonde œsophagienne. Donc ça a été rapporté, et c'est quelque chose qui est quand même pas très facile à mettre en évidence. Et enfin, la fistule œsophagienne peut être une complication de l'ablation de la fibrillation auriculaire par la perforation au niveau de la paroi de l'oreillette gauche qui va aller faire une brûlure au niveau de la sonde, enfin de la paroi œsophagienne. Et cette anomalie de la fibrillation auriculaire, c'est en gros entre 0,1 et 0,25% des procédures. Il faut savoir que c'est un pronostic excessivement sévère puisqu'il y a un taux de mortalité qui est de près de 80%. Donc, quand on reprend un petit peu l'histoire de cette patiente, en fait, il y a une première fistule qui s'est faite entre le péricarde et l'œsophage, qui a été donc traitée avec notamment interposition et suture de l'œsophage, avec responsable d'une première médiastinite avec choc septique. Et dans un deuxième temps, c'est le caractère vraiment très particulier de cette étude, c'est qu'il y a une seconde fistule qui s'est développée et 3 semaines après est responsable d'une fistule atrio-œsophagienne qui a été responsable du décès. Ça s'est fait en 2 temps et quand on avait fait cette étude, on n'avait pas trouvé dans la littérature d'autres exemples de patients qui avaient fait comme ça une évolution en 2 temps au niveau de la nécrose œsophagienne et de la fistule péricardo-œsophagienne puis atrio-œsophagienne. Donc l'ablation de la fibrillation atriale est associée à un certain nombre de complications, donc entre 3 et 5% des procédures. C'est une procédure qui maintenant devient de plus en plus importante, notamment dans les fibrillations auriculaires essentielles. Et les rythmologues la proposent maintenant même de façon beaucoup plus précoce, puisque quand on a les fibrillations auriculaires essentielles, on sait que lorsque l'oreillette gauche n'est pas encore dilatée, le taux de succès est plus important. Donc ça peut se compliquer de tamponnade, d'épanchement péricardique, des complications du point de ponction fémorale avec des hématomes, voire des fistules, des accidents vasculaires cérébraux, des sténoses pulmonaires, paralysie phrénique, embolie gazeuse et des fistules atrio-œsophagiennes. Et la survenue d'une fistule atrio-œsophagienne est une complication excessivement rare et qui a été rapportée de temps à autre en 2014, mais pas dans cette procédure progressive sur 3 semaines. Le deuxième cas clinique, c'est une procédure, donc l'Itraclip, qui c'est pareil, c'est devient des traitements qui sont un petit peu nouveaux et qui sont proposés de façon de plus en plus importante. Donc, dans un premier temps, c'est une patiente qui a de lourds antécédents, donc une fibrillation auriculaire paroxystique sur une oreillette gauche dilatée, une insuffisance mitrale qui est connue depuis plusieurs années, une insuffisance rénale chronique avec une néphrangiostérose, une insuffisance rénale avec une créatinine à 250 micromol par litre qui lui fait une clairance aux alentours de 35 ml, et surtout une polyarthrite rhumatoïde qui était traitée par immunosuppresseurs, en particulier méthotrexate. Et c'est une patiente qui avait également de nombreux facteurs de risque cardiovasculaire avec un diabète, une hypertension artérielle et une obésité morbide.
Donc, compte tenu de toutes ces comorbidités, il a été décidé devant cette insuffisance mitrale sévère et symptomatique, avec un retentissement sur le ventricule gauche et une hypertension artérielle sévère, plutôt que de faire une chirurgie conventionnelle, de proposer une intervention par mitraclip. Le mitraclip, c'est donc une endoprothèse que l'on fait, qui est montée après une ponction fémorale, et donc ce sont des processus qui sont développés donc, en par procédure. On étudie un petit peu pour voir comment fonctionne la prothèse, et donc elle va être implantée à l'intérieur de l'oreillette gauche, elle va prendre les feuillets et donc diminuer cette fuite mitrale. Il faut savoir que la durée de la procédure chez la patiente là a duré 5 heures, et la durée de l'échographie transœsophagienne, donc laissée en place, a duré 3h30, en sachant que quand on laisse les sondes de TO de façon prolongée, ce qui est important, c'est d'arrêter quand on ne se sert pas de l'ETO pour ne pas provoquer de brûlure par une élévation de la température. Et donc, pourquoi on fait une échographie transœsophagienne chez les patients en cours du mitraclip? C'est d'une part parce que c'est vraiment par l'échographie transœsophagienne qu'on voit le mieux la valve mitrale. Donc là, on voit très bien l'oreillette gauche, la valve mitrale et le ventricule gauche. On voit également l'auricule gauche, et c'est dans l'auricule gauche qu'il existe fréquemment sur les oreillettes dilatées des thrombies intracavitaires. Et enfin, ça permet de voir s'il existe des valvulopathies associées, donc des insuffisances mitrales, des rétrécissements mitrales, des calcifications qui peuvent éventuellement gêner. Donc l'échographie transœsophagienne, là, ne sert pas à établir la valvulopathie, mais ça permet de voir un petit peu l'état de la valve pour orienter un petit peu la procédure. Et donc maintenant, il y a également des échographies transœsophagiennes avec analyse 3D qui permet de voir bien les calcifications. On voit également donc l'ouverture de la valve aortique, on voit les mouvements des différents feuillets, et donc ça permet de bien orienter pour pouvoir éventuellement mettre une prothèse de type mitraclip. À J5, le patient présente des troubles digestifs avec une dysphagie et des vomissements. Et puis, il présente également un sepsis avec une bactériémie à streptocoque et entérobactère cloaquée, qui sont donc d'origine digestive. Un scanner et une échographie transœsophagienne montrent un volumineux hématome au contact de l'oreillette gauche. On suspecte une nécrose de l'œsophage. Le patient est pris en charge de façon chirurgicale et il est fait d'emblée une œsophagectomie associée à une gastrostomie et une vaginostomie devant une lésion étendue au niveau de l'œsophage. Et à J7, le patient a une aggravation de son état clinique et il est retrouvé une fistule œsomédiastinale importante. Donc voilà, sur les différentes images. Donc ça, ce sont une fibroscopie digestive, où on voit ici toute une nécrose au niveau de la paroi de l'œsophage, le reste étant tout à fait sain. Donc on peut avoir différents stades d'ulcération jusqu'à la nécrose diffuse de l'œsophage qui devient tout blanc. Et puis là, on voit qu'il y a complètement une nécrose qui atteint jusque l'estomac. Donc, les indications de la procédure mitraclip, alors c'est quelque chose qui est bien encadré par les sociétés savantes, et dans l'article de M. Vahagnan, il a bien été rapporté que ce sont des procédures qui doivent être faites en compte lorsqu'il existe des contre-indications à une chirurgie conventionnelle, et surtout quand il y a une espérance liée aux comorbidités qui est égale à 1 an. Donc ce n'est pas le traitement de première intention, mais ça survient évidemment chez des patients qui sont beaucoup plus lourds sur le plan chirurgical et qui ont un neuroscore très élevé. Deuxièmement, le déroulement de la procédure, donc la durée d'échographie transœsophagienne chez notre patiente était de 3h30, mais il a été rapporté des durées qui pouvaient aller de 3 à 8 heures au niveau de la procédure pour la mise en place d'un mitraclip. Et on a appris également que très fréquemment, on est obligé d'ouvrir plusieurs prothèses pour vérifier le bon fonctionnement de ces prothèses et surtout, lorsqu'elles ne sont pas optimales, donc il faut refaire la prothèse, la rouvrir, etc., ce qui peut allonger la procédure d'implantation du mitraclip. Donc la mise en place de la sonde d'ETO, est-ce que c'est responsable ou pas de cette nécrose de l'œsophage? Il est évident que même s'il n'y a pas eu de difficulté à la mise en place de l'ETO, on manipule cette ETO pour avancer, reculer, etc. Donc il y a un frottement permanent qui peut favoriser un traumatisme de la paroi de l'œsophage avec formation d'un hématome pariétal sous-muqueux.
Cet hématome a progressivement nécrosé la paroi de l'œsophage et a entraîné une fistule entre l'hématome et la lumière digestive responsable de la médiastinite à streptocoque et enterobactère cloacae. La mortalité les complications de l'ETO, c'est quelque chose qui se situe entre 0,2% et 1,2%, en sachant que là, dans toutes ces procédures, ce sont des échographies transœsophagiennes qui se font sous anesthésie générale, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile et moins traumatique que des gens qui sont vigiles. Et cette complication, donc, a priori, ça va des complications les plus bénignes jusqu'aux plus graves, et donc notamment les problèmes d'œsophage. Pour les ensembles des complications hémorragiques au niveau de l'oropharynx, donc les pourcentages retrouvés pour les complications de TO sont de 0,03% à 0,8% en fonction de moins de 1% de complications. Par contre, quand il y a des complications au niveau œsophagien, ce sont des complications qui sont très graves. Enfin, au niveau de ces trois localisations, les possibilités de lacération, de perforation, de fausse route en cas de diverticule œsophagien favorisent également le risque de traumatisme par l'échographie transœsophagienne. Enfin, cette procédure de mise en place de mitraclip chez des patients d'arythmie complexe s'accompagne souvent d'un traitement anticoagulant, et donc l'anticoagulation peut favoriser également la formation d'un hématome au niveau œsophagien. Donc la procédure et la stratégie d'expertise, c'est une responsabilité professionnelle qui vient de l'ONGAM, donc c'est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, pour lequel il y a une liste nationale d'experts désignés. La gestion est effectuée par la Commission nationale des accidents médicaux, et enfin la désignation des experts passe par la CRCI, c'est-à-dire la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation pour les accidents médicaux. La particularité donc, chez les patients avec aboutissement de décès, c'est qu'il est nécessaire d'avoir, dans la mesure du possible, un collège de spécialistes, en particulier de médecins légistes, de chirurgiens, afin de bien comprendre ce qui s'est passé et également à faire des examens complémentaires pour essayer de trouver quelle était la cause des complications. Enfin, il y a des spécificités au niveau des expertises en responsabilité médicale. Ce sont des affaires qui sont excessivement complexes, qui nécessite donc un collège d'experts avec un chirurgien, des anesthésistes réanimateurs, des spécialistes, des internistes pour pouvoir discuter. Alors, je voulais vous remercier pour votre attention. Je voulais remercier tout particulièrement M. Blanchbach qui est à l'origine de ces superbes observations. Et puis je voulais remercier M. Mercier qui nous aide de façon quotidienne et surtout par sa connaissance expertale qui nous donne beaucoup de renseignements. Et je voulais vous souhaiter, moi, tous une très bonne année pour cette nouvelle année 2017. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Mais ces observations ont des conséquences pratiques. C'est-à-dire que dans la première observation, ce qui est en cause, ce n'est pas l'écho-transœsophagien, c'est l'éthique pour faire l'ablation de fibrillation moléculaire. Or, on fait maintenant systématiquement un scanner avant de faire une ablation pour connaître les rapports entre l'œsophage et les veines pulmonaires gauches. Et en fonction de cette proximité, on peut choisir les techniques de l'ablation. Parce que ça peut être avec le chaud, avec le froid, avec le lasso, avec des types. Donc, ils ont un certain nombre de techniques qui vont pouvoir s'adapter en fonction de l'anatomie entre l'œsophage et les veines pulmonaires. Et puis, en ce qui concerne les deuxième observation, c'est la sonde de l'échographie transœsophagienne qui est en cause. Pourquoi? Quand ils mettent la sonde derrière l'oreillette, c'est l'endroit où l'œsophage est un peu rétréci. Et à ce moment-là, il y a le contact et compression par la sonde au niveau de la paroi de l'œsophage. Et quand ça dure pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça donne une nécrose ischémique, auquel s'ajoute un aspect thermique quand il appuie trop longtemps pour faire des images. Et quand il y a une échographie qui met en continu et pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure d'affilée, et il y a des images qui passent où personne ne regarde, cela favorise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas-là, on passe la sonde transœsophagienne dans l'estomac, quand on n'en a pas besoin. Comme ça, vous n'avez pas la compression au niveau de l'œsophage. Et puis, quand on veut le regarder, vous regardez les images uniquement quand vous en avez besoin. C'est pour réduire la durée d'exposition à la chaleur. L'intérêt de ces observations, c'est qu'il y a une conséquence pratique immédiate pour pouvoir prévenir
diminuer la probabilité de le faire. Et pour le premier dossier d'observation, je l'ai fait l'expertise avec Vagnon. Quand il est arrivé, il a dit il y en a plus qu'on le pense. Je dis oui, c'est pour ça qu'on va les copier. Avez-vous des questions? Allez, je reviens à la GR. Voilà. Quelques mots simplement. Ces belles observations, elles témoignent. Merci. Ces belles observations témoignent simplement de la difficulté qui existe à établir un lien, une relation non contestable entre ce genre d'accident et l'acte thérapeutique qui a précédé, thérapeutique initiale. Même s'il existe des situations comme celle qu'on appelle l'ésophage noir, qui est, comme c'est une rare observation qui ont été publiées d'un ésophage entièrement noir et qui survient justement sans acte thérapeutique particulièrement agressif, dans un contexte d'insuffisance vasculaire assez généralisé, qui peut être le cas de certains vraisemblablement de ces deux patients. En revanche, pour le premier cas, je crois que la réalisation d'une anastomose terminale dans un milieu sceptique, qui pouvait l'être considéré comme tel, n'était pas une indication à pratiquer un rétablissement immédiat de la continuité. Voilà, c'est belle observation. Je voulais faire exactement le même commentaire. Le rond serviette ésophagiens, c'est très mauvais, parce que ça tire et ça entraîne un lâchage. Il n'y avait que deux possibilités. La première possibilité, c'est pour dans les opérations que j'ai décrites, c'est l'exclusion bipolaire de l'ésophage. Et surtout, lorsqu'il y a un saignement, même s'il est minime, on a connu ça beaucoup dans les fistules ésophago-aortiques sur des résections ésophagiennes, on sait qu'on va avoir une hémorragie foudroyante et que le malade va mourir. Donc il faut profiter de ce laps de temps pour enlever l'ésophage et faire une exclusion bipolaire. Et puis secondairement, on rétablit la continuité. Éventuellement, peut-être maintenant, on pourrait faire l'intervention de Ringer, c'est-à-dire l'ésophagectomie thoracotomie, c'est-à-dire monter, de toute façon enlever l'ésophage, je peux monter l'estomac et anastomoser au cou. Mais même ça, je ne suis pas sûr que ça puisse marcher. Donc on est d'accord. Oui, j'aimerais un commentaire sur le caractère exceptionnel. Qu'est-ce que ça veut dire exceptionnel? Je pense que les juristes, les juges, ont la notion de l'exceptionnel, c'est quelques pourcents, c'est exceptionnel pour eux. Alors que pour nous, c'est relatif, quelques pourcents, c'est quand même assez fréquent. L'exceptionnel, c'est le 0,01% qu'on a pu voir dans ces observations. Donc là, quand on parle par rapport à l'information du patient, là, on est dans des cas exceptionnels, mais pour les juges, c'est plutôt quelques pourcents. Et deuxième chose, je pense qu'il y a quelque chose de très important, et M. Grangebach en parlait, c'est il y a des bonnes pratiques. Et il faut voir, dans le cadre d'une expertise, si l'opérateur a respecté la bonne pratique, c'est-à-dire de faire un scanner ou de voir si la distance était suffisante, etc. Parce qu'après, s'il l'a respecté et que la complication survient, là on peut dire que c'est non fautif, qu'il n'y a pas de problème. Et il faut bien s'attacher à ces recommandations professionnelles, et il faut bien les faire dans nos spécialités. Vous avez parfaitement raison, mais ce sont des observations qui ne datent pas d'aujourd'hui. Par exemple, ça date il y a plusieurs années. Conséquence, on en a vu, il faut faire des scanners avant de faire l'ablation. Donc, je crois que l'intérêt de ces observations et de leur publication, c'est quand il y a une nouvelle technique qui arrive, on ne connaît pas leurs complications. Dès qu'on voit une première complication, il vaut mieux diffuser l'information pour que tout le monde puisse savoir. Ce n'est pas la peine que chacun puisse avoir sa complication à ce qu'il apprenne. C'est ça qu'on voudrait faire. Madame Léo. L'expert, c'est celui qui a toutes les complications en premier, en fait. L'Obelren, j'aurais juste voulu savoir pourquoi il y a eu une plainte. Est-ce que les patients la famille avait été informée, parce que c'était à l'époque une chirurgie, une technologie
assez avancée, avec un risque qui était connu, et est-ce que le patient, enfin, ou la famille informée, ayant accepté le risque, a quand même fait porter plainte. Voilà. À l'époque, premièrement, les opérateurs ne connaissaient pas ces complications. Ils ont découvert les complications en même temps que le malade qui était mort et la famille du malade. Et d'autre part, ces malades, quand ils viennent, le deuxième était beaucoup plus grave que le premier. Et le premier qui est arrivé, c'était un malade où il y a 20 ans, on disait il n'a qu'une arythmie, c'est rien du tout. Il prend un peu de digitaline et puis il va vivre. Aujourd'hui, on connaît qu'il peut faire des AVC, on fait des actes préventifs. Donc il est arrivé à l'hôpital, sous ses jambes, en bon état. Donc la famille ne comprend pas pourquoi il est mort. Je vais répondre à M. Martin concernant la définition des complications exceptionnelles. C'est l'intérêt de la réunion pluridisciplinaire aujourd'hui. On aura l'avis de l'assureur et l'avis du juriste. Donc la réponse finale, elle sera tout à l'heure. Très bien. Question, vas-y, M. Charniot. Alors, M. Charniot, merci beaucoup de votre participation.